Alors, bonsoir à tous et merci d'avoir accepté cette invitation. Soyez les bienvenus. Je me nomme Mariam Soda Diarra, responsable formation de Mary Advisory Group. C'est avec un immense plaisir que j'animerai cette séance qui s'annonce épique, car articulée sur le thème de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est sortir du monde de l'inconnu, de la peur. Pour faire de l'entrepreneuriat, il nous faut du courage, de la discipline, de la persévérance, mais aussi des compétences nécessaires pour faire face aux défis qui nous attendent. Monsieur Teddy Chacha le rappelle dans son livre « Bâtir son entreprise » en disant que pour aller où vous voulez, vous devez avoir le carburant pour vous y amener. Un objectif assez fort pour vous conduire à travers les obstacles inévitables. Si vous avez une raison suffisamment forte et un pourquoi, vous pouvez tout réaliser. Le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'informer sur tous les aspects techniques avant de s'y lancer. Car très souvent, c'est celui qui est le plus informé qui s'en sort le mieux. C'est là qu'intervient Mary Advisory Group. En effet, Mary Advisory Group est un cabinet de conseil, d'accompagnement et de formation avec une équipe fortement qualifiée, ayant capitalisé une vingtaine d'années d'expérience en gestion financière, en gestion de programmes et de projets de développement, en développement des affaires et acquisition de talents. Sa mission est de proposer à ses clients une assistance sur mesure en fonction de leurs besoins spécifiques. Pour rendre l'écosystème entrepreneurial plus fluide, Mary Advisory Group a mis en place une plateforme d'incubation appelée Boost Talents. Nous allons partager d'ailleurs le lien dans les jours qui suivront, Inch'Allah. Boost Talents connecte les chercheurs d'emploi aux entrepreneurs tout en mettant en relation avec ces derniers, en mettant en place des mentors et des investisseurs. Également, les utilisateurs de cette plateforme ont accès à un ensemble de techniques ou d'outils essentiels de gestion de la formation pour renforcer leurs capacités et accélérer leur croissance. Vous l'avez compris, nous parlons d'encadrement, mais aussi d'entrepreneuriat, en accord avec notre thème de notre premier afterwork éducatif, devenir un entrepreneur. Et pour aujourd'hui, nous avons deux experts dans ce domaine. Le premier se nomme M. Ousseynou Mbaye, formateur spécialiste en droits humains, éducation à la citoyenneté, leadership et entrepreneuriat, développement personnel et professionnel, confiance en soi et insertion professionnelle, prise de parole en public, conduite d'une réunion, gestion de projets associatifs et techniques de recherche d'emploi. Wow, quel compétent! Le deuxième est M. Ahmad Koné. Lui, c'est un expert en entrepreneuriat et incubation d'entreprises. Chef de projet, formateur
en leadership, développement personnel et entrepreneuriat. Je vous ai dit qu'on avait des experts à la matière. Aujourd'hui, le programme se déroulera comme suit. Qui dit after work dit un moment d'échange. Donc, pour avoir une séance avec beaucoup de partage, M. Mbaye et M. Kone auront 30 minutes à 40 minutes pour nous faire une présentation. Ensuite, on aura 3 grands invités, des personnalités honorables, à savoir M. Moustapha Lo, PDG de Jamotech, qui va partager avec nous son expérience en tant qu'entrepreneur. BDS, directeur régional du projet Entrepreneuriat Investissement, financé par l'USAID, et M. Alpha Amadou Baldé, responsable des subventions et renforcement des capacités du projet agricole Fit the Future Sénégal, Naforé Warsadji, financé également par l'USAID, qui nous parleront de ces projets qui appuient les entrepreneurs sénégalais. Nous serons vraiment gâtés aujourd'hui, je vous l'assure. Après cela, vous pouvez partager vos impressions, c'est-à-dire les participants peuvent partager avec nous leurs contributions et des questions, s'ils en ont, en levant la main, et les panélistes y répondront, Inch'Allah. Mademoiselle Fatimata, notre assistante administrative, partagera avec nous un sondage et nous vous invitons à y répondre parallèlement au fur et à mesure des présentations. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. À 10 minutes de la fin de cette afterwork, une enquête de satisfaction sera partagée pour nous permettre de recueillir vos recommandations pour les prochains afterwork avant de clore la séance à 19h15. Maintenant, l'heure est venue de céder la parole. Notre premier panéliste. Monsieur Kone, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, merci beaucoup. C'est bon, vous me recevez correctement? Oui, nous vous recevons. D'accord. Donc, merci beaucoup. C'est M. Kone. Donc, comme ça a été dit par Mme Mariam Sodejara. Donc, je suis présentement chef de projet, donc, mais je travaille depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement des jeunes en général, d'abord dans le milieu universitaire, après en zone périurbaine et rurale. Donc, je travaille depuis un moment aussi bien sur les aspects liés à l'employabilité, comment faire en sorte que les jeunes puissent accéder à l'emploi, à la création d'opportunités et de richesses, comment accompagner les jeunes à vraiment s'investir en entrepreneuriat, en travaillant aussi bien sur le profil que l'activité. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur la mise en place de dispositifs d'accompagnement du type entrepreneur, du type entrepreneurial, incubation, animation économique territoriale. Et depuis maintenant 3 mois, je suis chef de projet à Saint-Louis dans le cadre du projet Entreprendre, qui fait de l'accompagnement en pré-incubation, en incubation d'entreprise, mais aussi d'accompagnement de PME sur les aspects structuration et formalisation. Donc, le titre est vraiment très évocateur. Comment devenir un entrepreneur? Donc, déjà pour moi, parce que comment devenir un entrepreneur, ça renvoie vraiment à un processus de réalisation de la personne. Donc, effectivement, un entrepreneur, c'est un processus parce que souvent, quand on entend les gens parler, des gens qui sont reconnus comme étant des entrepreneurs, c'est souvent des histoires de vie qu'ils racontent. Comment vraiment ils se sont réalisés
comment ils ont commencé, comment ils ont pu mettre en place leur activité et souvent comment ils ont arrivé à réussir, quels sont les déboires qu'ils ont eu ou pas. C'est par exemple l'histoire, peut-être disons, d'un certain Mbaye que les gens connaissent, de EMG qui a été lagalman, chauffeur de taxi qui a voyagé un peu partout, mais même dans le même secteur d'activité pour revenir et après mettre en place son activité. C'est le même cas comme Baba Karungom aussi qui a commencé avec moins de 100 000 francs, avec un poulailler et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'un grand groupe. Donc, c'est aussi Moustapha Sis, le vendeur de Thierry qu'on a vu dans les réseaux sociaux il y a quelques mois et qui, grâce à la magie des réseaux sociaux, a pu, à travers l'ADER, accéder à un financement et développer son activité. C'est aussi le vendeur d'arachide camerounais aussi qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et qu'on voit avec son plateau d'arachide en costume et avec son sac et qui aussi arrive à donner des factures. Et donc, ça veut dire que souvent, ce n'est pas la taille du métier qui est important, de l'activité, mais vraiment, c'est le processus, c'est démarrer et être mû par le désir d'avoir une activité économique de manière consciente ou inconsciente, parce que les gens ne se définissent pas ne se définissent pas souvent entrepreneurs ou chefs d'entreprise. Ils sont dans leur activité, ils sont rêvés dessus, ils font des choses et après, quand la réussite arrive pour certains, c'est à ce moment qu'on les reconnaît. Donc, ça veut dire qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a débuté une activité économique, c'est quelqu'un qui est en action. Donc, si on prend le cas du Sénégal, on peut dire que les entrepreneurs n'en manquent pas. C'est souvent des personnes individuelles. Diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est souvent des personnes individuelles. Si on, par exemple, on prend le dernier recensement général des entreprises au Sénégal, on voit que les personnes individuelles qui sont en activité, ils représentent plus de 80% vraiment du tissu économique du pays. Donc, et même dans les à peu près 17% qui restent, qui sont des PME, la majeure partie aussi sont des entrepreneurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans une activité individuelle. Donc, ce sont des entreprises individuelles pour la plupart. Donc, on peut dire qu'ils sont majoritairement aussi un aspect important, Diapo. Ils sont majoritairement dans le secteur du commerce. Donc, ils sont majoritairement dans le secteur du commerce. Diapo. Merci beaucoup. Donc, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, comme on le voit, 97% des unités économiques, dont 52 sont dans le secteur informel et 52,7% sont dans le commerce. Ce qui est important, c'est que, par exemple, si on prend le secteur du commerce, par exemple, c'est un secteur d'activité qui a généré plus de 3 000 milliards de chiffre d'affaires en 2017. On comprend pourquoi après Auchan est venu et autres. Donc, c'est un secteur à fort potentiel de valeur ajoutée, mais malgré aussi le fait que les unités informelles sont aussi importantes, ils sont portés par des personnes individuelles, ils participent très peu au chiffre d'affaires total des entreprises. Donc là, ça amène une question vraiment qui est importante. Diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est que la majeure partie de ces gens qui s'activent, ils sont dans des activités qu'on peut dire de subsistance, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux, ils gagnent leur vie, mais ce sont des activités qu'ils font individuellement et ils le font parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, entrepreneurs, entre guillemets, si on peut qui entreprennent dans des activités qui ne sont pas structurées et qui travaillent au jour le jour, qui gagnent leur vie au jour le jour, mais qui ne sont pas en mesure de faire autre chose parce que c'est leur seule source de revenus et sans cela, ils n'arrivent pas à trouver les ressources pour vraiment arriver à vivre. Donc, même pour les gens qui ont réussi, si on prend par exemple Babak, Sedima, EMG, ce sont des gens qui ont commencé comme ça, qui étaient sur des activités qui ne permettaient
et pas vraiment de faire une grande marge en termes de revenus, mais qui ont commencé ainsi et qui ont pu constituer à arriver quelque chose, devenir vraiment ce qu'on appelle des entrepreneurs par opportunisme. Diapo. Donc, ce qui est important donc, à ce niveau, c'est comment on peut être sur des activités comme la plupart des Sénégalais et partir de ces activités-là pour pouvoir construire vraiment une activité qui puisse générer vraiment beaucoup de ressources et de revenus et qui puisse faire en sorte que non seulement nous, on y travaille et d'autres y travaillent. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à dire que vraiment quelqu'un est devenu un entrepreneur reconnu, un entrepreneur à succès. Donc, c'est parce qu'il arrive à porter une activité sur une opportunité qu'il a identifiée. Peut-être Mbaye va revenir tout à l'heure sur ces aspects-là, sur un certain nombre de choses qui les caractérisent. Donc, ces gens-là, il y a deux choses qui les marquent souvent. Donc, il y a des aspects qui sont importants. C'est vraiment leur profil. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, leur parcours sont des leçons de vie, c'est-à-dire qu'ils se sont construits un profil et qui ont des connaissances et certaines manières d'agir par rapport à leur secteur d'activité, un savoir-faire, mais aussi il y a leur activité à côté, donc qui est une activité qu'ils ont arrivé à développer et à trouver les marchés, à faire organiser un écosystème tout autour de cela. Donc, l'une des choses qui est vraiment importante, c'est que ce sont des gens qu'on dit qui sont vraiment autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de valeurs, c'est qu'ils sont autonomes et indépendants. Donc déjà que sortir du cadre de l'emploi traditionnel où on a un patron autre, mais ce sont des gens qui arrivent vraiment à avoir des idées et à travailler à les mettre en place de manière indépendante, à se donner des objectifs, à porter des responsabilités, à chercher à les atteindre, à amener des gens vers leur idée et à être vraiment très solidaires. Souvent, la plupart des... Pourquoi on dit que souvent les entrepreneurs sont solidaires, c'est que souvent, quand ils créent une activité, ce n'est pas simplement eux aussi qui trouvent leur compte. Donc, beaucoup de gens peuvent travailler derrière sur ça et gagner leur vie dignement et se faire une carrière. Donc, ça, ce sont vraiment des choses qui sont importantes. L'autonomie aussi, et l'indépendance pour un entrepreneur, cela ne veut pas dire simplement qu'on agit seul. Ce n'est pas cela, mais c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de partenaires pour faire fonctionner son entreprise. Donc, mais ce sont des gens qui comprennent de manière générale les différents aspects de leur entreprise et qui savent vraiment faire des choix en toute indépendance et en toute autonomie. Diapo? Donc, ce sont des gens qui ont un grand besoin de se réaliser, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très orientés objectifs et résultats. Ce sont des gens qui se challengent et qui arrivent vraiment à faire des choses extraordinaires, à bâtir des groupes et autres, et simplement parce que ils se donnent les moyens pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Ils ont une bonne capacité à estimer les risques, c'est-à-dire que même si l'environnement change, ils ne le prennent pas comme une menace, mais ils se donnent les moyens de pouvoir l'étudier, évaluer aussi les stratégies qu'ils vont mettre en place et comment ils vont s'engager vers cela. Donc, ils perçoivent le changement comme une opportunité, c'est souvent ça. Ils savent exploiter l'information comme une opportunité. Tout à l'heure, comme je le disais, si on prend le RGE, le recensement général des entreprises, donc on avait vu que le secteur du commerce générait plus de 3 000 milliards de bénéfices. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est de grands groupes étrangers qui viennent investir sur ces segments-là. C'est-à-dire que la plupart des Sénégalais n'ont pas cherché ni exploité cette information. Je suis sûr que la plupart des Sénégalais n'ont même pas connaissance qu'il y avait ce recensement qui a été fait et qu'il a un certain nombre d'informations stratégiques qui peuvent aider et permet d'orienter son business. Donc, aussi, il utilise un réseau pour s'appuyer sur ses actions et résoudre des problèmes. On change et développe des comportements. Donc, ce sont des gens très flexibles qui cherchent souvent à s'adapter suivant le cas. Donc, ce n'est pas des gens qui sont fermés dans des boîtes ou bien qui sont bornés, non, non, parce qu'ils sont à la recherche de l'information, parce qu'ils cherchent à atteindre des objectifs, des résultats.
parce qu'ils cherchent à faire progresser leur activité. Donc, ce sont des gens vraiment qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui ont aussi ce qu'on appelle derrière l'esprit entrepreneurial, qui est une façon de penser et d'agir et de voir des opportunités dans des situations de changement de manière générale. Donc ça, c'est vraiment des choses qui les caractérisent en termes de profil. Diapo. Et donc, par rapport à cela, je pense qu'il y a un aspect qui est important pour moi, sur lequel il est important de revenir, c'est vraiment l'aspect créatif de l'entrepreneur. Donc, si on voit ce qu'on a vu en premier, les 80% des Sénégalais, la plupart qui entreprennent et qui font beaucoup de choses, ce sont des menuisiers, ce sont des gens qui vendent du matériel, ils sont dans beaucoup de choses. Un des aspects qui est important, c'est que ce sont des activités que les gens font, comme on le dit, quand un business commence à marcher au Sénégal, tout le monde va vers ce business-là. C'est qu'on ne cherche pas la capacité à sortir de ce carcan-là pour trouver de nouvelles idées et pour essayer de les mettre vraiment en place. C'est-à-dire de sortir de la manière traditionnelle de penser, de reproduire les mêmes choses que les gens font pour agir et développer de nouvelles idées. Donc, ou de nouveaux process, arriver à mettre en place de nouveaux produits. Donc, par rapport à cela, vous pouvez revenir sur le diapo. Un des aspects qui est important, c'est le questionnement permanent dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils remettent en question la plupart des hypothèses qui sont établies. Ils arrivent à être ouverts par rapport à leur environnement, mais aussi par rapport à de nouvelles idées. S'il y a de nouvelles idées, ils essaient de l'exploiter, d'en tirer profit et de voir comment ils peuvent l'améliorer ou trouver de nouveaux usages par rapport à ça. C'est aussi des gens qui apprennent à prendre du recul, à suspendre leur jugement, à penser autrement, mais qui sont orientés aussi vers de nouveaux process, vers de nouveaux produits, vers de nouveaux services, parce que c'est vraiment dans cela souvent qu'ils trouvent les moyens de générer beaucoup de ressources. Diapo. Donc, l'innovation en tant que telle, comme on le voit, il ne s'agit pas d'être créatif et de trouver de nouveaux process et autres, mais il faut essayer maintenant de faire en sorte que les nouveautés, les nouveaux process, la créativité puissent permettre de générer des revenus, c'est-à-dire qu'on arrive à les mettre, à les matérialiser. Donc, quand on est créatif et tout, et que ça ne rencontre pas des marchés, ça n'a pas de sens parce que ça ne permet pas de générer des ressources. Donc, ce qui est important, c'est après, c'est être vraiment innovant. Parmi l'innovation, donc, on utilise simplement la créativité pour proposer de nouvelles solutions qui peuvent être uniques, qui peuvent être des adaptations, c'est-à-dire des modifications simplement par rapport au modèle économique qui existe, qui peuvent être contextuelles ou radicales. Contextuelles, par exemple, si on prend Techno, qui vend du matériel téléphonique au Sénégal, en Afrique de manière générale, qui est beaucoup plus dans les pays à faible revenu. Donc, ils ne sont pas sur le même, ils n'ont pas les mêmes orientations que Samsung ou autres, mais ils sont venus en Afrique, ils ont essayé de proposer des produits avec une certaine innovation, mais avec des prix qui collent par rapport à nos marchés, avec aussi une batterie qui, quand elle est chargée, il dure longtemps. C'est pourquoi, quand ils sont venus, la pénétration, ils ont déjà d'abord commencé par vraiment le monde rural, des gens qui ont souvent des problèmes pour pouvoir charger tout le temps leur téléphone, qui ont besoin d'une torche, qui ont besoin d'avoir des téléphones avec un fort volume de haut-parleurs. Donc, c'est ce segment-là qui les a intéressés. Donc, ils ont innové par rapport au contexte. Et innovation radicale, si on reste dans le domaine de la téléphonie toujours, si on voit les premiers téléphones portables, même les téléphones fixes qu'on avait et ce qu'on a présentement comme iPhone ou autre, vraiment, on est dans vraiment des univers complètement différents. Donc, ça, c'est vraiment des innovations radicales. Donc, ça veut dire que soit on introduit des doses de créativité, on change un peu des choses, on met au début les téléphones, il n'y avait pas de radio,
on a mis la radio, il n'y avait pas d'agenda, on a mis des agendas, il n'y avait pas de photos, on a mis des... Donc ça, c'est vraiment incrémentiel, c'est vraiment de nouveaux usages qu'on met dedans. C'est différent vraiment quand on arrive à mettre quelque chose de vraiment radical, un nouveau produit et qui a une portée mondiale. Donc ça veut dire que pour innover aussi, on n'a pas besoin de créer quelque chose qui n'existe pas, mais souvent on peut trouver de nouveaux usages à un projet, un produit existant. Diapo. Donc, maintenant aussi, l'un des intérêts de l'entrepreneuriat aussi, parce qu'une innovation qui ne rencontre pas le marché, ou bien une innovation qui ne permet pas de faire du cash, d'engranger des bénéfices assez importants, vraiment, ce n'est pas ce qui est recherché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être sur des innovations qui soient sur des opportunités, c'est-à-dire que par rapport à cela, il y a certains aspects qu'on peut, certaines valeurs ou bien des caractéristiques qu'on peut retrouver chez un entrepreneur en devenir ou bien à succès, des choses vraiment sur lesquelles il pourrait travailler. C'est les aspects liés vraiment à ce qu'on appelle la rébellion, c'est-à-dire que c'est souvent la capacité ou la liberté d'action à distance de tout ce qui se fait pour voir au-delà vraiment des produits et usages actuels. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de s'élever, de pouvoir être très créatifs et de rompre vraiment avec les hypothèses dominantes, d'être rêveurs, mais visionnaires et vraiment d'être tournés vers l'avenir. Comment on peut d'ici proposer un service ou améliorer un process. On a vu par exemple sur les lave-mains, durant le Covid, il y a eu beaucoup de nouveaux produits qui ont été mis en place par des Sénégalais, des dispositifs de lave-mains. Il y en a même qui embarquent un peu d'intelligence artificielle et de la technologie pour lesquelles on n'a même pas besoin, on met sa main, il y a un capteur qui te permet. Donc, ça vraiment, ce sont des choses qu'il faut avoir. Le sens du partage aussi qui est vraiment important. Donc, ça veut dire que les modèles économiques souvent évoluent en réponse aux problèmes par rapport aux nouvelles opportunités, au changement des conditions du marché et autres. Donc, il est bon toujours de tirer des leçons simplement des erreurs, mais aussi ne pas tomber amoureux de son idée et autres. Mais ce qui est important, c'est être dans des univers où on peut échanger avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous, ou participer à un forum, même participer à ce genre d'activité, on gagne toujours quelque chose. Être dans des réseaux et pouvoir échanger vraiment, être généreux par rapport à l'information pour avoir de l'information, c'est important. Mais aussi être vraiment dans l'apprentissage continu parce que tout évolue, aussi bien les marchés que les besoins des clients, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc, on a vu par exemple l'explosion qu'il y a eu dans les technologies pour travailler à distance avec le Covid. Donc, quelqu'un qui est simplement sur un segment où il ne s'ouvre pas. Donc, ça, c'est simplement tu risques d'être dépassé rapidement par la technologie ou bien que ton produit soit supplanté par d'autres. Donc, ça aussi, c'est vraiment important. Diapo. Donc, maintenant aussi, pour entreprendre aussi, il y a différentes formes. On peut le faire de manière individuelle, c'est-à-dire, par exemple, un exemple, si on voit quelqu'un comme Baramou CCBM, lui, il est arrivé à construire un grand groupe et trouver les partenaires nécessaires et autres pour arriver à travailler et monter son business. Mais ça peut être collectif, par exemple, on prend un média Invest qui a ITV et iRadio, je pense. C'est un collectif, c'est un groupe de gens qui l'ont mis en place. C'est-à-dire que simplement, donc, on n'a pas besoin simplement d'être seul pour pouvoir être entrepreneur ou devenir un entrepreneur à succès.
on peut avoir besoin d'un certain nombre de choses, de connaissances qu'on n'a pas, de ressources qu'on n'a pas, d'accès à des marchés qu'on ne peut pas. Donc, on peut trouver, travailler avec d'autres qui nous apportent ce plus-là pour monter un business, comme aussi, on peut être sur une volonté de se démarquer et d'être sur son propre business et de pouvoir le monter et le développer. Donc, l'autre aspect en dehors aussi de l'entrepreneuriat collectif, c'est que aussi, pour devenir entrepreneur aussi, il est bon et important d'aller vers de l'accompagnement, donc qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Donc, déjà, le manque de connaissances et d'expérience, souvent que les nouveaux, dans les affaires, que l'on note souvent, donc en termes d'information et d'orientation et de mise en place de l'entreprise, travailler, être accompagné par un coach, un dispositif ou autre, un projet programme, ça permet vraiment de pouvoir pallier ces difficultés, le manque d'expérience et autres, parce que tu peux trouver des gens qui ont de bonnes connaissances sur tout ce qui est aspect juridique, comptabilité, finance, accès au marché, réseau de partenaires, réseau de distribution. Donc, ça vous permet de faciliter vraiment tout un ensemble de choses. Donc, mais aussi, il y a les attentes irréalistes. Simplement par le partage d'expérience, on arrive souvent à voir que on vise, par rapport à l'évolution de son projet, on vise vraiment des choses sur lesquelles on n'a pas. Souvent, les gens viennent avec des projets qui coûtent des dizaines de millions, alors qu'ils n'ont pas en épargne un franc. Donc, tout ça aussi, c'est important. Ce sont des choses sur lesquelles l'accompagnement peut vous accompagner. Il faut vous amener à trouver des solutions rapidement et ne pas perdre de temps. Il y a le manque d'information et d'expérience aussi en matière de gestion. Ça, c'est un des grands défis, si on peut dire, parce qu'on voit que, comme je l'ai montré dans les statistiques tout à l'heure, une bonne partie des entreprises au Sénégal sont informelles. Et donc, c'est-à-dire que le minimum de comptabilité, ils ne le tiennent pas, c'est-à-dire une comptabilité même simplifiée. Il y a pas plus qu'hier, on était avec un menuisier qui a un atelier où il y a des jeunes qui font de l'apprentissage, qui brassent des millions chaque mois, mais il n'est pas en mesure de vous dire où passent les millions, combien il a gagné, où passent les millions. Alors que simplement en termes d'immobilisation, si vous voyez les machines, il est sur son propre terrain et les machines qu'il a qui coûtent presque une trentaine de millions le tout, mais il n'est pas en mesure vraiment de pouvoir, donc ce qui lui empêche de pouvoir se projeter et de développer son activité et d'autres sur autre chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment le manque d'information et d'expérience. Avoir la capacité de pouvoir gérer ses ressources et planifier aussi les ressources, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui est prioritaire ou autre. L'autre aspect aussi, c'est le manque de capital social. Souvent, avec les dispositifs d'accompagnement, ils ont des réseaux qui puissent permettre d'entrer en contact avec des réseaux pertinents, qui puissent faciliter l'accès à des ressources suivant le type de projet ou autre. Donc, ce qui est important, je pense qu'il y a 3 aspects sur lesquels, pour résumer, qui sont importants. La première, c'est il faut du capital, souvent quand on entreprend aussi. Donc, pour amorcer une nouvelle activité, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de millions, souvent, mais il faut au minimum un minimum de ressources pour pouvoir démarrer sa nouvelle activité, pour avoir des infrastructures. Donc, ça, c'est vraiment important. L'autre chose, c'est vraiment avoir le savoir-faire. Souvent, il est bon d'avoir des notions en comptabilité, investissement, en marché, en droit. Si on ne les a pas, si on est dans des dispositifs d'accompagnement, on peut avoir le minimum. Il faut aussi être en mesure d'avoir ce savoir-faire pour être en mesure pour savoir avec qui on pourra travailler pour pouvoir faire de l'impact par rapport à son activité, pour gagner sur des marchés et autres. Donc, quelles sont les compétences qu'il faut, quelles sont les compétences qu'on a, est-ce qu'on a besoin de vendre. Donc, tout ça, c'est important.
La dernière chose, c'est vraiment la rébellion, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aller vraiment contre le statu quo pour être sur des activités innovantes, des produits vraiment qui peuvent aller vers un marché, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un produit. Il faut qu'il y ait des gens qui vendent, qui puissent acheter ce produit, l'apprécier et avoir ce marché-là derrière. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, je vous remercie. Et je profite pour saluer au passage M. Lo, que j'ai connu dans le cadre du projet Parole, M. Gann aussi. Et remercier aussi Matt qui nous a donné l'opportunité, mes administrateurs du groupe qui nous ont donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous par rapport à ce thème et aux activités qui laissent transparaître un peu les activités que nous menons au jour le jour pour les jeunes, et nous espérons vraiment, Inch'Allah, avoir l'opportunité d'avoir des échanges fructueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Donc, nous allons, pour illustrer, Monsieur Koné, tout ce que vous venez de dire, nous allons partager un témoignage, je dirais, de Monsieur Moustapha Lo pour illustrer, comme j'ai dit, hein, tout ce que vous avez exposé sur l'entrepreneuriat, les attitudes, le profil qu'il faut avoir et tout. Donc, qui mieux que Monsieur Lo pour partager avec nous son expérience dans le cadre d'une illustration. Monsieur Lo? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Lo. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Mariam. Bonsoir tout le monde. Et merci aussi pour cette invitation. Tout le monde m'entend bien? Oui, Allô? parfaitement. Parfaitement, Okay. monsieur. À peu près combien de minutes, Mariam, pour la présentation? Bon, puisque c'est un témoignage, je vais vous donner 10 minutes. Allez, 5 à 10, on va dire. OK. Oui. Voilà, rapidement. Donc, moi, je m'appelle Moustapha Lo de Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane. De Saint-Louis, où j'ai fait la série F1. Je suis parti en France en 1974. J'ai fini mes études d'ingénieur en 1979. Je rends grâce à mon épouse qui a insisté pour que je termine mes études. Parce que 2 ans avant, j'avais décidé d'arrêter les études. Je ne me voyais pas ingénieur employé chez quelqu'un. Elle a insisté, j'ai fait mon diplôme, mais à la date d'aujourd'hui, j'ai refusé d'aller chercher mon diplôme parce que j'avais peur d'être tenté par un emploi, d'autant plus qu'à l'époque, la Sénélec accueillait sans condition tous ceux qui sortaient de mon école d'ingénieur. J'avais déjà un contrat 6 mois avant, mais j'avais décidé de ne pas travailler chez quelqu'un. J'avais mon idée depuis 1977 de me mettre à mon compte. Et donc, de 1979 à 80, j'ai fait 2 spécialisations qui étaient vraiment mon choix. L'une, c'était comme ingénieur en froid industriel et en froid réfrigération technique agroalimentaire. Et l'autre, c'était comme ingénieur chargé d'affaires à l'export au Conservatoire des arts et métiers. Et pour aucune de ces formations pour lesquelles j'étais quand même bien, je n'ai pas pris de diplôme. Donc, je suis aujourd'hui un ingénieur diplôme d'État français. Et ça m'handicape de temps en temps. Je le dis, c'est important pour peut-être s'il y a des plus jeunes que moi qui écoutent. Bon, pour dire simplement que je pense que la première caractéristique, enfin, ce qui caractérise moi ma carrière, c'est d'avoir choisi d'être entrepreneur avant même de terminer mes études. Et c'est important parce que ça explique tous les risques qu'on prend par la suite parce qu'on a un objectif, que ce soit pour le court terme ou pour le long terme. Donc, je suis rentré au Sénégal en 80 avec un projet sous le bras. Je suis parti à Mboro, qui est dans ma zone, dans la zone des Niayes, pour m'installer.
et travailler dans les fruits et légumes de contre-saison. C'était un beau projet à l'époque. Là, ce n'est pas ce qui réunissait tous les exportateurs, mais c'était un rêve parce que je n'avais pas d'argent. La coopération française a bien voulu m'aider, ça n'a pas suffi. Et je me suis mis depuis 80 à faire de l'entrepreneur dans mon métier d'ingénieur. J'ai créé une société qui s'appelait SVP Équipement et qui, en l'espace de 3 ans, était devenue peut-être parmi les 2 ou 3 premières entreprises dans le domaine du froid, essentiellement dans la climatisation. L'hôtel Méridien Président, c'est moi qui l'ai réalisé à 60 ou 70% au niveau tout ce qui est froid, climatisation, plomberie. Et de l'hôtel Méridien Président, j'ai été sélectionné comme entrepreneur au Koweït après la guerre du Golfe. Il y avait 6 entreprises, dont nous, CDE, CSE et 3 autres entreprises sénégalaises qui ont été sélectionnées par le président Diouf pour aller bénéficier de l'appui du Sénégal au Koweït. Et de là-bas, on a gagné un peu d'argent. Mon rêve était vraiment de retourner en Mboro, faire quelque chose. Et je suis parti en Asie pour voir un peu comment ça travaille. J'ai fait Taïwan, j'ai fait la Corée, j'ai fait presque toute l'Asie pour apprendre un peu. Et je suis retourné en 95. J'ai ouvert Diama Technologies avec un atelier qui avait pour vocation de fabriquer des équipements de transformation agroalimentaire, essentiellement. Et de 95 à maintenant, nous sommes là-dedans en tant qu'équipementier dans tout ce qui est matériel et équipement de transformation agroalimentaire. Nous avons ouvert une activité en 2011 de génie rural avec un département en forage, irrigation, énergie solaire. Et de nos jours, voilà un peu le cursus, l'activité. Et le gros des activités qui restent toujours dans les chaînes de valeur, les équipements post-récolte, le génie rural. Et depuis 2 années, nous avons une activité de production agricole. Monsieur connaît parfaitement au courant avec l'Union européenne. Que nous avons étendu à un projet agro-industriel qui est en train de s'installer à Mboro, pour lequel nous remercions énormément l'USAID et Feed the Future pour un appui exceptionnel qu'ils sont en train de nous procurer. Et la semaine dernière, l'administrateur général adjoint de l'USAID International était venu en visite. Donc, voilà un peu le parcours de M. Lo, qui a 71 ans aujourd'hui, a la chance d'avoir ses 2 enfants dans l'entreprise. L'un, il est ingénieur avec une bonne expérience en Europe. Il est rentré depuis 8-9 ans. Il s'occupe de tout ce qui est technique et process. Et l'autre qui a fait des études jusqu'à 3e et qui depuis lors est à côté de moi, c'est un cas qui aurait pu être intéressant s'il était là. Il n'a ni le BPC ni le bac, mais aujourd'hui c'est le directeur général adjoint de Yamatech SA et je pense qu'il est en train de faire du bon travail sans être diplômé. Donc voilà un peu ramasser rapidement le cursus. Bon, si je dois mettre le doigt peut-être sur quelques aspects, c'est juste pour dire que entreprendre, c'est accepter de prendre des risques dans sa vie parce que ça ne marche jamais de façon linéaire, c'est toujours en dents de scie et que dès l'instant où on veut se mettre à son compte, il faut se préparer au choc. Moi, j'ai traversé 3 à 4 ans très difficiles. Et pendant ce moment, j'ai un frère qui était ingénieur dans le Golfe, enfin qui était architecte dans le Golfe et qui travaillait dans une très grosse entreprise. Il m'avait trouvé un très bon emploi comme chef de service basé à la Mecque, responsable froid d'une multinationale, la société de M. Hariri.
vraiment avec un bon salaire, logement et tout. Ma femme m'a dit, mais tu es fou, tu ne peux pas continuer à galérer ici, ça tu vas à la Mecque, Je suis resté, j'ai continué ma galère et je me suis relevé par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est juste pour dire qu'il faut y croire. Et je pense que c'est maintenant 40 ans ou 41 ans après que je me retrouve maintenant dans le projet pour lequel j'étais rentré au Sénégal parce que je suis retourné à Mboro, je suis dans la production agricole, je suis dans la transformation et nous sommes en train de mener une expérience relativement intéressante parce que dans le projet agro-industriel, il y a un centre de formation qui était un vieux projet du FED sur 164 hectares. Nous sommes en train de relancer l'activité. La formation a démarré. Nous y formons et incubons des jeunes. Et je pense qu'avec l'USAID et ses différents démembrements, nous allons faire un centre de référence très bientôt en horticulture et en transformation agroalimentaire. Bon, pour ne pas être plus long, s'il y a peut-être des questions, je peux répondre, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est bon, Mariama? Ah, super, Monsieur Lo. Là, moi, j'ai une question, en fait. Oui, Sean. En tant que, après avoir écouté ce brillant parcours de combattant, je dirais, je voulais savoir quelles sont les erreurs à éviter pour nous jeunes entrepreneurs. Ah, c'est une bonne question. L'erreur à éviter, c'est si vraiment on est entrepreneur, parce qu'on ne peut pas être tout dans la vie. Il faut connaître ses limites. Et quand on pense qu'on est suffisant, je pense qu'on a échoué d'office. Moi, je prends mon exemple. Je suis un entrepreneur assez bon, je pense, dans l'initiative, dans la créativité, mais je suis mauvais dans la mise en œuvre. Et si je dois m'occuper de la mise en œuvre, en particulier de la gestion financière, c'est pas mon truc. Et donc, il faut savoir ses limites, savoir que sur ce projet-là, ça, je suis le meilleur, je peux le faire, et ça, je dois le laisser aux autres. Je pense que la première chose, c'est pour l'entrepreneur, le créateur d'entreprise, c'est de connaître ses limites et de savoir que nous sommes dans un monde où le hasard ne paye plus. Et je pense que le gros problème de nos entrepreneurs au Sénégal, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les entreprises ceux qui réussissent comme M. Sow de CSE, il y en a de moins en moins. Nous ne voyons pas le long terme, parce que le long terme aujourd'hui, c'est l'organisation, c'est la méthode. Et l'entrepreneur, par définition, c'est pas celui qui respecte l'ordre normal des choses, donc il a besoin d'être appuyé, il a besoin de compétences à côté de lui. Ça, je pense, c'est la première leçon que je peux donner aux jeunes. Partagez, ouvrez-vous, mais tout en restant maître de votre business, bien sûr. Bon, l'autre chose, c'est d'être convaincu que ce n'est pas les moyens qui font la réussite de l'entreprise. La plupart des gens qui réussissent dans l'entreprise sont partis de rien. Moi, je suis parti de 0 francs. Et tous les cas que M. Koné a cités ici sont. Il faut croire à son projet. Et voilà, je pense que ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas avec les moyens financiers. La plupart des gens qui démarrent les projets avec tous les moyens qu'il faut ont peu de chances de réussir. C'est 2 conseils, il y en a peut-être d'autres, Mariam. C'est bon? Donc, si je résume bien, se connaître, c'est-à-dire connaître ses forces, ses faiblesses, et être persévérant. Et être persévérant. Merci beaucoup pour ce partage et félicitations pour tous les projets et toutes les réussites, les consécrations que vous avez connues dans votre vie. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, je dis que puisqu'on est des leaders, donc pour moi, le meilleur reste toujours à venir. Absolument. Félicitations, Monsieur Lo. Merci. Donc, en attendant d'avoir nos autres invités, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Koné ou à M. Lo?
pour les participants. Vous pouvez le poser dans le chat ou demander à ce qu'on vous donne la parole. Il y a Khadija Baldé qui demande le contact de M. Lo. Ça, ce n'est pas une question, hein, Khadija? Oui, mon téléphone 77 638 98 48. Je répète 77 638 98 48. Le mail, c'est mustafa.lo@yamatek. Bon, je vais l'envoyer dans le système. Hein? Simplement. Oui, dans le chat, oui. Vous permettez que tout le monde prenne votre numéro? Absolument, avec plaisir. 77 638 98 48. Merci beaucoup pour cette... je confirme que les entrepreneurs sont solidaires et généreux. La preuve, M. Lo nous donne gratuitement son numéro alors que c'est quelqu'un de très, très important, ainsi que M. Koné. M. Préra, c'est ça? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mariama. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord féliciter MAG, Mary Advisory Group, pour cette importante initiative. Alors, moi, je ne suis pas entrepreneur, en tout cas pas pour le moment. Je suis salarié depuis une vingtaine d'années. Et à chaque fois, mon épouse, qui était salariée comme moi, qui l'est toujours, mais qui est plus entreprenante que moi, en tout cas, elle est entrepreneur, me chambre en me disant qu'il faut te lancer dans les affaires. Voilà, et je pense que c'est une excellente initiative que de partager ce genre de formation avec nous, peut-être pour savoir comment entreprendre. On le voit, hein, dans nos pays, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui entreprennent, ceux qui investissent. Et souvent, qui n'ont même pas, comme l'a dit M. Lo, dont je salue l'excellente intervention. Je pense qu'il a été résilient, très résistant. Vraiment, son parcours, machallah, est très engageant, très inspirant. Je pense que beaucoup devraient s'en inspirer. Je pense que ce serait bien que des personnes comme M. Lo écrivent, ne serait-ce que des manuels, des livres de partage pour aider les plus jeunes à oser l'entrepreneuriat. Des gens comme moi. Voilà, vous l'avez dit, des personnes comme Serigne Bou, Babacar, Ngom Sedima, machallah, c'est des gens qui ont réussi alors qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Machallah. Donc, je pense que le Sénégal devrait s'inspirer de ce genre d'exemple et dans nos formations, dans nos modules, dans nos curricula, inscrire peut-être plus d'entrepreneuriat, aussi bien au lycée, à l'université, parce que nous, on nous forme souvent pour devenir des salariés. Voilà. Donc, le risque, le goût de l'entrepreneuriat, ce n'est pas des choses auxquelles nous sommes habitués. Et je pense que ce serait bien que des gens qui ont une expérience à ce niveau partagent. Voilà. J'ai quelques questions. Vous avez parlé de « il vous faut un minimum de ressources ». C'est combien? C'est en fonction de quoi pour démarrer une activité? Et comment choisir son domaine d'activité? La filière dans laquelle on veut investir, on veut entreprendre. Comment on fait? C'est des études de marché, c'est le feeling. Voilà, je voudrais peut-être avoir l'avis de M. Koné et peut-être M. Lo et d'autres plus expérimentés pour voir comment identifier le secteur le plus, entre guillemets, rentable, en tout cas profitable pour quelqu'un qui veut entreprendre le business. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'avenir pour nos pays, c'est vraiment le moyen pour nos pays d'avoir peut-être un développement économique beaucoup plus important parce que l'État, les entreprises ne peuvent pas donner les emplois escomptés. Il faut que les jeunes osent davantage l'entrepreneuriat. C'est vrai que dans nos pays, il y a le secteur informel, mais comment structurer cela de manière beaucoup plus importante pour que les jeunes puissent s'épanouir dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a des risques, mais amoindrir les risques et qu'il y ait beaucoup plus de réussite. Voilà peut-être l'intervention que je voulais faire, tout en réitérant mes félicitations, mes encouragements au groupe Mary Advisory
et ma sœur Mariama Kalidousso. Salam alaikum. Merci. Merci beaucoup, M. Prera. M. Lo, vous pouvez répondre? Oui, M. Prera, bon, je voudrais merci aussi pour le témoignage. Oui, moi je pense que pour répondre, je dirais qu'il y a deux leviers. L'un, c'est un rêve. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent d'un rêve. Quand on dit un rêve, ce n'est pas quelque chose de raisonné, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on vit en soi-même. Et on essaie de traduire le rêve en réalité. Et je pense que les meilleures entreprises sont celles qui partent d'un rêve, parce que le rêve, on y croit jusqu'au bout. Bon, l'autre, c'est le choix, parce que comme c'est le cas probablement de M. Prera, aujourd'hui, il est en situation de devoir faire une analyse du marché et de savoir quels sont les créneaux qui peuvent marcher par rapport à d'autres. Bon, là, effectivement, il y a une étude, il y a de la recherche d'opportunités qu'il faut faire. C'est ces deux leviers-là que je vois comme étant vraiment la réponse à comment choisir. Soit on rêve d'une chose, on essaie de le traduire en réalité. Soit à un moment de la vie, on se dit, moi je veux entreprendre. Je ne suis pas fixé sur une idée précise, mais je vais chercher, je vais voir quelle est la meilleure opportunité et j'ai pris mon choix. Je ne sais pas si M. Prera, ça répond, mais je pense qu'il ne faut jamais partir de l'idée que je dois d'abord chercher le capital avant de me lancer dans l'entreprise. Si on a du capital en partant, c'est une bonne chose, mais ça ne doit pas être la base pour un entrepreneur. Merci beaucoup, M. Lo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Lo? Oui. Il y a quelqu'un qui demande l'âge de votre fils, niveau 3e. Ah, il est de 1995, autant pour moi, vous parlez en paysan qui a une date de naissance névère et qui est souvent critiqué parce que les dates d'anniversaire ne sont pas toujours enregistrées. Donc moi, j'ai un fils qui est né de 119, lui il est né, on était encore étudiant à Paris. Wow. Depuis son bac, il est reparti en France, il a la nationalité française, mais il a plié bagage, il était cadre chez Sanofi. Il a plié bagage pour venir partager l'expérience de papa. Depuis 8-9 ans, il est là. Et il y a celui qui vient après lui, Moussa, que c'est Nabou qui connaît bien. Il est de 85. Et depuis pratiquement la 3e, il est à côté de moi. Et il y a sa sœur qui a 1 an de plus, qui est peut-être un exemple à donner aussi. Peut-être il va venir sur tout à l'heure. Sa sœur a fait ses études normales en France, cadre. Il est parti au Canada, il était cadre dans la Banque Royale du Canada, je crois. Et avec son mari, ils ont décidé qu'elle vienne et que son mari rentre là-bas. Elle est rentrée avec sa position de banquière. Elle a dit, papa, maman est fatiguée, je reprends le travail de maman. Et aujourd'hui, elle a repris, elle continue un atelier de couture de sa mère. Et je pense qu'elle n'a aucun regret. Et là aussi, ça répond à... On parle souvent du secteur informel. Le secteur informel, je pense, c'est le meilleur créneau parce que tout est à zéro, ou presque. Quand on voit les cordonniers de la Médina qui travaillent encore comme il y a 20 ans avec tout ce qu'ils ont comme capacité, mais qui restent au même niveau. Aujourd'hui, un ingénieur, je ne dis même pas un ingénieur en cordonnerie, un CAP en cordonnerie devrait faire un bon business, a fortiori un cadre sénégalais. Youssou Ndour réussit dans un secteur où il a innové. Et je pense que tous les autres secteurs de l'informel sont des secteurs intéressants. Bon, félicitations en tout cas. J'espère que celui qui est à côté n'a pas commencé son business. J'espère que non. J'ai parlé de ma fille.
Non, Vous parlez de qui, vous Mariam? avez J'ai dit pas que compris. il y avait votre enfant qui était juste à côté. Ah, si, elle est rentrée, celle qui était à la Banque au Canada, elle est là Ok. et depuis Elle a repris les activités de depuis mon 4 enfant. ans. Elle a repris les activités de Madame Lo et ce serait un plaisir que vous fassiez sa connaissance. Elle fait un excellent travail. Un excellent travail. Et de son niveau aussi. Parce que rien n'est manuel dans son travail aussi. Hein. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lo. Nous allons donner encore la parole à Monsieur Baldé. Vous lui accorderez 5 minutes. Elle va arriver tout à l'heure. Oui, oui, avec plaisir. Oh, ma fille va peut-être intervenir 3-4 minutes. D'accord. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est Madame comment? C'est Madame Diop Yassine. Ah, enchantée, Madame Diop. Nous vous écoutons. Oui, bon, en fait, je suis rentrée en 2013 alors. Oui. Donc, j'ai laissé une belle carrière là-bas à Montréal. Je travaillais comme directrice de compte à la Banque royale du Canada. Donc, j'ai décidé de rentrer pour plusieurs raisons. Donc, il y a des raisons professionnelles, des raisons familiales aussi, pour donner à mes enfants la chance d'avoir la culture sénégalaise. Donc, c'est vrai que c'était pas évident parce que les années passent très vite et on va dire que j'ai surpassé beaucoup d'épreuves. Il y avait de quoi se décourager, mais je me suis toujours dit que si les Libanais s'en sortent bien dans notre pays, pourquoi pas nous? Donc, c'est vrai que les plus gros défis, je vais dire, ça a surtout été la ressource humaine, parce que, bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes habitudes de travail peut-être qu'en Amérique. Par exemple, moi, quand je venais de commencer à travailler là-bas et qu'on me disait qu'il faut appeler quand on est malade, je me disais, mais on n'a pas le temps d'appeler quand on est malade. Mais après, j'ai compris pourquoi c'était important parce qu'il y a des clients qui dépendent de nous ou nos collègues qui dépendent de nous. Donc, mon premier défi, c'était déjà d'inculquer une culture de travail où voilà, chacun considère que c'est son propre business. C'était très important pour moi qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour moi, qu'ils sont là pour eux et que c'est pour nous. Et ça m'a pris peut-être 3-4 ans, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, je sais que mon équipe considèrent que cette compagnie est la leur, donc ils se battent corps et âme pour ça. Voilà, donc en tout cas, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. C'est vrai que COVID est venu à bousculer beaucoup le programme, mais on s'accroche, on se bat, on sait qu'il y a des choses à faire dans ce pays, on sait qu'il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et on aimerait aussi vraiment être la fierté de nos parents qui nous ont montré que, voilà, avec la persévérance, on peut arriver à tout. Donc, j'espère que mon intervention sera d'une petite aide. Merci beaucoup, merci. En ces termes que je vais passer la parole à M. Gana. D'accord. Merci beaucoup, Astou. Merci Avec beaucoup, plaisir. M. Lo. Monsieur Gana? Vous m'entendez? Oui. Oui, Monsieur Gana. Alors, merci pour ces mots et je pense que ça vient à son heure, le webinaire. Et le sujet est tellement important, parler d'entrepreneuriat et surtout des qualités que les entrepreneurs devraient avoir pour développer leur business. Et je pense qu'il y a eu j'ai noté beaucoup de bons conseils, d'orientation de la part des speakers. Et nous encourageons fortement cela. Chemin faisant, ce n'est pas quelque chose de facile.
Nous, au niveau de USAID Entrepreneur Investissement, on a un projet avec une composante investissement entrepreneuriat et on essaie d'accompagner à travers nos activités les entrepreneurs à différents niveaux, que ce soit ceux qui démarrent en position d'early stage, que ce soit les startups ou les PME. L'idée pour nous, l'entrepreneur a besoin d'abord d'être accompagné sur la partie renforcement de capacités, compétences, accompagnement non financier, accompagnement financier, mais d'abord, c'est des skills, d'abord, c'est des compétences de base. Il faut croire en soi, croire en son projet, avoir une vision de ce que l'on veut faire, avoir les compétences entrepreneuriales, être doté des compétences entrepreneuriales pour pouvoir gérer, pour pouvoir aujourd'hui conduire son business. Et puis après, maintenant, quand on se sent prêt, être accompagné pour aller chercher ce dont on a besoin pour démarrer son activité ou pour agrandir son activité. Donc, c'est ce qu'on essaie à travers nos composantes, que ce soit la partie accompagnement non financier, que ce soit la partie accompagnement financier. C'est ce qu'on essaie de développer à travers nos partenaires de mise en œuvre. Donc, pour rejoindre un peu, magnifier cette initiative et dire que USAID Entrepreneur Investissement reste disponible à soutenir et voir au-delà des perspectives, comment concrètement, si des entrepreneurs sortent de ce groupe-là, comment nous pourrions les accompagner. Donc moi, ce sont là les quelques mots que je tenais à dire. Et puis, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce que les speakers ont déjà dit, qui pour moi est l'épine dorsale ou les b.a.-ba qu'un entrepreneur devrait avoir pour pouvoir commencer son activité. Merci. Merci beaucoup, M. Gann. On passe la parole à M. Mbaye. Merci beaucoup. Bonsoir ou rebonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à ce After Work. Donc, très rapidement, je vais essayer de faire ma présentation avant que des problèmes de connexion ne m'empêchent en réalité de partager tout ce que j'ai eu à prévoir. Et voilà, tout ce qui a été dit, je pense que ça intéresse tous les entrepreneurs. Donc, ce n'est pas la peine que je revienne sur la définition de l'entrepreneuriat parce que ça a été bien défini. Donc, très rapidement, moi, je vais mettre l'accent sur les caractéristiques en réalité de l'entrepreneur. D'après, la présentation qui a été faite par M. Koné, on sait que tout le monde n'est pas entrepreneur et qu'il y a différentes sortes, en quelque sorte, d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs de survie. Quand on parle d'entrepreneurs de survie, ce sont les personnes en réalité qui pensent que l'entrepreneuriat est une alternative à la problématique de l'emploi. C'est des gens qui peinent à trouver un emploi et qui se disent, notre unique solution, c'est d'entreprendre, de mettre en place un projet afin de s'en sortir. Ça, c'est les entrepreneurs de survie. Mais les vrais entrepreneurs, en quelque sorte, ce sont les hommes d'affaires, ceux qui veulent apporter en réalité de la valeur ajoutée et ceux qui sont dans l'innovation. Moi, c'est ce que j'appelle les vrais entrepreneurs. Alors, très rapidement, nous savons que pour réussir dans le domaine entrepreneuriat, comme l'a dit M. Pab, que je salue au passage, il faut développer un certain nombre de compétences. Il y a ce qu'on appelle les soft skills, les qualités humaines, ou les compétences en réalité qui peuvent permettre à l'individu de pouvoir mener à bien son projet. Et parmi ces compétences ou parmi ces qualités, nous pouvons citer la persévérance. L'image que vous voyez, je ne sais pas si c'est partagé ou pas. On sait que merci beaucoup. L'entrepreneuriat requiert en fait une certaine détermination dans la poursuite ou dans l'accomplissement du projet en tant que tel. Et cette poursuite implique une certaine concentration et détermination dans l'effort. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que la poursuite d'une opportunité. On voit une opportunité, il y a un problème en réalité auquel on souhaiterait apporter en réalité des solutions et on se lance, mais on ne se lance pas par hasard, on ne se lance pas parce que tout simplement on a une bonne idée, parce que tout simplement on a constater que dans tel domaine, on peut tirer notre épingle du jeu. Ce n'est pas comme ça. Il y a un process, il y a une procédure à suivre. M. Koné en a parlé. Il faut être accompagné du début jusqu'à la fin afin de maximiser vos chances de réussite. Mais c'est important la détermination. Quand on poursuit en réalité un rêve, quand on a en réalité le grand rêve, il faut que l'on soit déterminé. Et la poursuite d'une opportunité, donc, implique une détermination, une concentration dans la poursuite de cette opportunité en tant que telle. Diapo. Alors, à quoi ressemble un entrepreneur? C'est une question qu'on pose souvent. Et moi, je pense qu'un entrepreneur,
c'est quelqu'un qui a de la vision. Les entrepreneurs font des choses que les gens normaux ne font pas. C'est des gens qui visualisent. Quand on parle de visualisation ou bien d'actualisation, ils regardent autour d'eux et ils visualisent ce qui pourrait arriver s'ils saisissaient cette occasion et ils la voient en permanence. Les plus grands, ceux qui ont beaucoup de succès, font plus que simplement voir l'opportunité, ils l'actualisent, ils saisissent en quelque sorte l'opportunité. Ils la voient, ils agissent en conséquence et c'est l'action, c'est cette saisie de cette opportunité qui définit un entrepreneur. Il faut également dire que les entrepreneurs comprennent une chose, ils comprennent qu'il est très important d'être en tête et de commencer tout. C'est important de commencer tout. Je vous donne l'exemple de Ali Dangote. C'est, si je ne me trompe pas, c'est l'homme ou l'Africain le plus riche et sa fortune est estimée à plus de 3,3 milliards de dollars. Il a démarré à l'âge de 20 ans. Donc, c'est très important quand on est dans une démarche entrepreneuriale de commencer très tôt. Diapo. Vous pouvez revenir en arrière. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est le premier point à retenir. Les entrepreneurs font des choses, ils visualisent, ils actualisent. Deuxième élément fondamental, les entrepreneurs travaillent plus que les autres. Ils travaillent intensément. Ils adorent ce qu'ils font et ils sont dévorés par ce qu'ils font. Ils ne comptent pas leurs heures, ils aiment absolument faire une différence. Il y a un penseur qui s'appelle Clay Battel qui disait « J'admire les entrepreneurs parce qu'ils ont abandonné le travail de 8 heures par jour pour travailler 16 heures. » Et c'est ça un entrepreneur. Donc, ils abandonnent ce qu'on appelle leur emploi de prédilection, où ils sont dans une certaine sécurité pour aller vers l'inconnu. Mais en réalité, c'est un risque qui est calculé. Ils ont de grands rêves et je l'ai dit lors du premier point, ils commencent tôt. Ça, c'est le deuxième élément fondamental qu'il faut retenir. Diapo, les entrepreneurs ont un fort désir en réalité de gagner. Pourquoi c'est important? Quand on n'est pas convaincu de ce que nous faisons, quand on n'est pas sûr de là où nous allons, quelqu'un l'a dit, c'est comme si, voilà, c'est un train sans rail, il faut savoir là où nous allons, c'est très important. Il faut se fixer des objectifs, mais des objectifs qui sont smart, des objectifs qui sont réalisables. Donc, la troisième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que les entrepreneurs ont un fort désir de gagner et c'est ce qu'on appelle leur ADN. Ils sont prêts à se donner corps et âme, ils sont prêts à faire tous les sacrifices pour arriver au bout du bout, pour se réaliser, pour atteindre leurs objectifs en tant que tels. Ils aiment avoir du succès, ils aiment être au top, ils aiment être numéro 1, c'est très important. Un entrepreneur qui n'a pas un fort désir de gagner n'en est pas un. Donc, il faut avoir ce désir vraiment de faire partie des meilleurs. L'autre élément important, c'est le quatrième point que je voudrais également partager avec vous, c'est que les entrepreneurs ne suivent jamais, mais ils dirigent aussi rarement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les entrepreneurs ne sont pas des suiveurs. Les entrepreneurs ne sont pas des suiveurs parce que tout simplement, c'est des gens qui, dans leur ADN, ont une certaine tendance à arriver en premier. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre fasse leur journée. Ils veulent sortir et faire leur propre journée. Ils n'acceptent pas leur vie, ils mènent leur vie. Ils ne sont pas donc des suiveurs, mais aussi ils mènent rarement. Pourquoi ils mènent rarement? Parce que tout simplement, un entrepreneur poursuit son rêve d'une telle façon qu'il ne veut pas vraiment attendre quelqu'un d'autre. Ils ne veulent développer personne d'autre. Entre guillemets, ils sont du genre à dire « N'amenez pas un groupe de personnes pour ralentir mes progrès, je vais y arriver et je vais y arriver aussi vite que possible. » C'est très important. Et je voudrais à ce niveau faire une petite précision. Quand vous avez un projet et que voilà, vous n'avez pas toutes les ressources qu'il faut faire avec ce que vous avez. Si vous êtes seul, allez-y parce que voilà, peut-être vous allez très rapidement avancer et quand les choses vont, peut-être quand la mayonnaise va prendre forme, là vous aurez certainement besoin d'autres personnes, des personnes qui sont beaucoup plus expertes et qui vont vous aider dans la réalisation de votre projet. Ça, c'est très important. Le cinquième élément que je voudrais partager avec vous, c'est que les entrepreneurs aiment des problèmes. Dans le cadre de la formation que j'ai subie au niveau du Centre régional de leadership, on nous a appris qu'un projet, en quelque sorte, ne sert qu'à résoudre un problème. Quand on entreprend, quand on décide d'entreprendre, il faut déjà savoir en quoi notre projet
va contribuer peut-être à l'amélioration des conditions de vie des gens, à quoi notre projet va nous permettre en réalité de pouvoir créer de la valeur ajoutée. Et ce sont ces problèmes-là qui font des entrepreneurs ce qu'ils sont. Ils vivent pour les problèmes, ils apprennent des problèmes, ils en tirent profit. Ils aiment, chers amis, les problèmes. Les gens qui sont entrepreneurs, ce sont ces gens-là qui ne voient pas les problèmes comme des problèmes, mais comme des opportunités. Et ça, c'est un élément également fondamental qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir quand on décide d'entreprendre ou bien quand on est dans une démarche entrepreneuriale. L'autre point important, c'est le 6e point qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que les entrepreneurs veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes. En d'autres termes, ils veulent se mettre en danger, ils veulent s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour être des gagnants. Ils ne veulent pas croire qu'ils peuvent le faire. Ils veulent savoir qu'ils peuvent le faire. Il y a donc un monde de différence entre la personne qui pense qu'elle le peut et la personne qui sait qu'elle le peut. Et on sait que les entrepreneurs veulent franchir cette limite. Ils veulent passer à l'action. Ils veulent s'engager à faire quelque chose pour savoir s'ils ont ce qu'il faut. S'ils découvrent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, savez-vous ce qu'ils ne font pas? Ils n'abandonnent pas. Quand on est entrepreneur, on n'abandonne jamais. L'autre élément fondamental, c'est que malgré les difficultés, c'est le 7e point, malgré les difficultés, les entrepreneurs continuent à aller de l'avant. Nous savons tous que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Et les chiffres le démontrent. La plupart des entreprises qui sont créées au bout de 3 ans, en réalité, disparaissent parce que tout simplement, ce n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance. Donc, malgré les difficultés, les vrais entrepreneurs continuent à aller de l'avant. Ils ne considèrent pas une barrière ou un obstacle comme quelque chose d'insurmontable. Ils le regardent et disent, eh bien, il y a un moment d'y arriver, il y a un moment de contourner ça. Et il faut savoir également, quand on veut réussir, il faut échouer, et il faut échouer rapidement. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. C'est en échouant que nous parviendrons véritablement à trouver la bonne formule pour mener à bien nos projets. L'échec fait partie en réalité du processus. L'autre élément fondamental, c'est le 8e point. Un entrepreneur, en quelque sorte, valorise plus l'opportunité que la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Vous savez que vous êtes un entrepreneur lorsque vous êtes prêt à renoncer à quelque chose que vous avez déjà obtenu parce que vous pensez que l'occasion est peut-être plus grande. Ce ne sont pas mes mots, c'est des mots que j'ai empruntés à un grand penseur, à un grand entrepreneur qui s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Je vous nomme John Maxwell. C'est lui en réalité qui a eu à dire que voilà, les entrepreneurs adorent les occasions d'affaires et la raison pour laquelle ils les adorent, c'est parce que cette porte d'accès à l'occasion va mener à de meilleures choses. L'erreur donc que nous commettons, c'est d'ouvrir la première porte et de supposer que de l'autre côté, c'est l'opportunité, c'est rarement vrai. Donc, avant de réussir, il faut savoir qu'il y a beaucoup de portes qu'il va falloir franchir et les entrepreneurs ne sont pas du tout découragés par cela. Ils se rendent compte au fur et à mesure de leur déplacement que les ressources commencent à se déployer et que les possibilités commencent à se concrétiser. L'autre élément fondamental, c'est que, M. Koné en a parlé, il faut être dans la créativité. Les entrepreneurs restent créatifs lorsque d'autres abandonnent. Abandonner, chers amis en humanité, chers entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, abandonner ne fait pas partie du dictionnaire de l'entrepreneur. C'est le problème des entrepreneurs. Ils ne pensent tout simplement pas à s'arrêter. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent en termes de possibilités. Ils sont abondants dans nos pensées au lieu d'avoir une mentalité de pénurie. À chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, à chaque fois qu'on entreprend et qu'au bout du bout, en réalité, les résultats escomptés ne suivent pas, il faut toujours se dire que c'est toujours possible. Parce que les difficultés, encore une fois de plus, ça fait partie en réalité du parcours de l'entrepreneur. Et tous les grands entrepreneurs dont on parle, ceux qui sont parvenus à, en quelque sorte, créer une vie de rêve, ceux qui sont parvenus à faire de grandes réalisations, ils sont passés par des moments très difficiles. Ils ont eu à subir pas mal d'échecs dans leur parcours. Et ce sont ces expériences-là qui aujourd'hui, en réalité, font qu'on continue à parler d'eux, font que, voilà, à travers leurs initiatives, à travers le grand sens de l'innovation, le monde s'en trouve, voilà,
les gens parviennent à vivre mieux à travers leur créativité. Ça également, c'est un élément très important. Il faut, quand on est entrepreneur, être dans la créativité parce que c'est la créativité qui nous permet de faire la différence, qui nous permet de nous démarquer de nos concurrents. On est dans un marché concurrentiel. Je vous donne l'exemple de Wave. Wave évolue, mais quand Wave évolue, il y avait Orange, il y avait également d'autres d'autres entreprises qui évoluent dans le même domaine, mais à travers une valeur ajoutée, Wave est parvenu, vous m'excusez si c'est une publicité, Wave est parvenu à créer la différence parce que tout simplement, il a apporté de l'innovation à travers le produit qu'il offre aux Sénégalais en tant que tel. Donc, la créativité, c'est très important. Alors, là où je vais terminer ma présentation, c'est que les entrepreneurs ne laisseront pas le découragement s'emparer d'eux. On sait que, voilà, dans la vie, tout le monde est appelé parfois à trébucher, tout le monde est appelé à faire face à des difficultés, mais le plus important, c'est de se dire que, voilà, on doit toujours rester debout, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe en réalité les bâtons qu'on nous met dans les roues, nous devons toujours rester debout parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui développe une certaine confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, quand on est convaincu de ce que nous pouvons, aucune difficulté, aucun obstacle en réalité ne peut nous éloigner en réalité de notre chemin, de notre objectif. Il faut donc rester debout. Et là où je vais terminer, c'est l'entrepreneur a besoin en quelque sorte d'être accompagné. Chers amis, l'entrepreneuriat s'apprend. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est inné, ça s'apprend. Il y a des coachs qui sont spécialisés dans ce domaine. Et à travers un bon accompagnement, on peut parvenir à avoir un bon modèle économique, on peut parvenir à avoir une bonne stratégie, on peut parvenir à mettre en place une stratégie de communication qui va nous permettre vraiment de mener à bien notre projet. Et c'est cet accompagnement-là qui permet à l'entrepreneur d'être discipliné, d'être concentré dans l'effort que requiert en réalité son projet. La discipline est la base de tout succès. Le manque de discipline mène tout droit à l'échec. Voilà ce que j'avais à partager de façon très rapide. Si vous avez des questions, voilà, je reste à votre écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mbaye. Merci beaucoup, M. Koné, M. Lo, Asto, M. Préra, tous ceux qui ont pris la parole. Nous retenons de vos présentations les qualités intrinsèques de l'entrepreneur. John Maxwell les appelle l'ADN de l'entrepreneur. Nous retenons aussi qu'il n'y a pas de sous-métier et que c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs. C'est la détermination, le goût du risque, la capacité d'adaptation et enfin l'autodiscipline. Donc, nous retenons aussi qu'on peut trouver aussi tout type d'entrepreneur. Voilà, avec ce qu'a dit M. Koné tout à l'heure lors de sa présentation. Maintenant, nous allons passer, on est à quelques minutes de la fin. Nous voudrions donner la parole aux participants pour recueillir les questions. Je rappelle qu'il y a un sondage qui a été diffusé. Si vous voulez, parallèlement, nous vous invitons à y répondre. Et nous passons la parole aux participants pour leurs suggestions, leurs questions. Merci beaucoup. Il y a Lala qui a une question. Oui. Oui. Bonsoir. Lala, bonsoir. Oui, merci pour ce brillant talk. J'ai vraiment beaucoup appris. J'avais une question à poser à monsieur, si je ne me trompe pas, monsieur Ndoye. Je voulais lui demander comment organiser un partenariat entre les membres d'une même structure. Par exemple, quand tu as un projet et que tu voudrais te lancer et que
comment départager vos pourcentages? Est-ce qu'il faut au début y aller tout seul, comme l'a expliqué M. Mbaye, ou bien par exemple, si on n'a pas assez de ressources intellectuelles, s'associer avec d'autres personnes, comment départager les bénéfices entre les membres du même groupe? C'est ça que je voulais demander. Merci. Alors, M. Mbaye, M. Koné, M. Lo, vous avez la parole. Si quelqu'un veut répondre à sa question. Ah oui, M. Lo? Mariama? Oui. Oui, bon, moi, je peux donner un élément de réponse. Bon, je reçois souvent des jeunes pour ces cas de figure. Et souvent, l'une des erreurs qu'on commet, c'est qu'on est du même âge. Souvent, on a fait la même formation. Des fois, on est 3 ingénieurs ou 3 qui ont fait un bac finance, etc., tous du même niveau, qui veulent s'associer. Souvent, le problème, ils n'ont pas le courage, ou peut-être même qu'ils ignorent qu'une entreprise privée doit avoir un patron et que chacun doit jouer un rôle qui n'est pas du tout lié au diplôme qu'il amène, c'est plus par rapport à la responsabilité qu'il assume. Ils ont souvent un problème ils veulent faire jouer la démocratie dans l'entreprise et ça ne marche pas. On est 3 ingénieurs sortis, on a le même projet. Il faut que vous puissiez définir les rôles de chacun et qu'il y ait un patron qui ait une hiérarchie. C'est souvent une grosse erreur qu'ils commettent en essayant d'être au même niveau, en gagnant les mêmes salaires et en étant co-responsable, ça ne marche pas. Une entreprise privée doit avoir un patron et chacun doit être dans la structure de l'entreprise au niveau qu'il est. Ça vraiment, si un premier conseil à donner, c'est celui-là. Le deuxième, c'est la répartition des actions, parce que c'est différent entre quel rôle je joue dans l'entreprise et quelle est ma part dans l'entreprise. Bon, là aussi, on commet souvent les erreurs parce qu'une entreprise privée, c'est une entreprise privée. Chacun doit y peser pour ce qu'il apporte dans l'entreprise. Vous pouvez être 3 promotionnaires, mais vous avez besoin de constituer un capital. Et celui qui apporte les 30%, il mérite les 30%. Celui qui apporte les 100%, il mérite les 100%. Maintenant, il y a souvent des problèmes qui surviennent après le démarrage, même quand on a fait la bonne répartition. On peut toujours prévoir des clauses dès le départ pour dire, par exemple, dans 3 ans ou dans 5 ans, moi j'ai eu à le pratiquer avec des jeunes. Ils ont fait des clauses qui respectent la structure normale d'une entreprise. Chacun vaut ce qu'il apporte dans l'entreprise, mais ils avaient une clause du type de dans 5 ans, nous sommes d'accord pour revaloriser les actions et permettre à ceux qui veulent acheter d'arriver à tel pourcentage. C'est juste pour permettre à ceux qui au départ n'ont pas pu mettre du capital de pouvoir se rattraper, fût-il partiellement. Et voilà. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est la co-responsabilité. Ça ne marche pas. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lo. M. Mbaye avait levé la main. Oui, Mariam, c'est juste pour appuyer ce que M. Lo a dit. Je suis parfaitement d'accord avec lui. J'ajouterais juste que, voilà, par rapport à la question que la dame a posée, j'ai dit que c'est bien des fois d'y aller seul. Parce que des fois, on a du mal à trouver, par exemple, des personnes avec qui on partage peut-être la même vision ou les mêmes valeurs. Donc, pour un début, ça peut être difficile. On dit que les oiseaux de même espèce volent ensemble. Quand on n'arrive pas à trouver un oiseau de la même espèce que nous, donc il vaut mieux en réalité y aller seul. Et au fur et à mesure que le projet avance, nous parviendrons peut-être à créer une équipe avec toutes les compétences que cela requiert. Donc, pour moi, je pense que pour un début, si on ne parvient pas à trouver ou avoir des associés, il ne faut pas avoir peur d'y aller seul. L'inconvénient, c'est que comme on a tendance à le dire aussi, c'est que seul,
on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a des projets qui demandent à ce que les personnes s'associent. Une seule personne ne peut pas du tout vraiment mener à bien le projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des personnes avec qui on se sent à l'aise, des personnes qui ont le même objectif et des personnes qui sont vraiment prêtes à se donner corps et âme pour que le projet puisse vraiment marcher. Mais moi, l'élément le plus important, c'est un élément pour moi qui est fondamental parce que l'expérience aujourd'hui me prouve que j'ai eu à... Je ne savais pas réellement ce que je voulais parce que je voulais attraper, comme on dit, plusieurs lièvres à la fois et en matière entrepreneuriale, ça ne marche pas. Il faut avoir une bonne idée, il faut avoir un objectif très clair et c'est seulement en ayant en fait le focus sur cet objectif-là, sur ce projet que nous parviendrons à réussir. Mais si nous voulons dès le début avoir plusieurs projets à la fois, vouloir attraper plusieurs lèvres, ça ne marche pas. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Si on a un seul projet, un seul domaine dans lequel on veut exceller, on met le focus sur ça, on se concentre sur ça, on reste déterminé, peu importe les difficultés auxquelles on sera confronté. Si on reste focus, si on est persévérant, un jour viendra où les objectifs ou les résultats escomptés suivront. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout facile, ça demande beaucoup de patience. Je lui-même a mentionné la patience en 90 endroits de son livre. Je l'ai dit, plusieurs entreprises au bout de 3 ans disparaissent parce que ce n'est pas du tout facile. Donc, il faut se donner les moyens de sa réussite. Donc, le premier élément, c'est la persévérance. Deuxième élément fondamental, la patience dans l'effort, faire l'effort qu'il faut, ne pas se dire que le fait de s'asseoir sur son tapis de prière va nous permettre de nous réaliser. C'est archi faux. Il faut être dans l'action. Tant qu'on est dans l'action, je sais que on peut vraiment réussir dans le domaine entrepreneurial, quoi. Voilà les éléments de réponse que j'avais à apporter par rapport à la question qui a été posée. Merci beaucoup, M. Mbaye. Il y a Elhaj Toumani Sané. Je peux Mariama, juste 5 secondes. Oui. Oui, ce que je voudrais, pour ne pas répéter les autres, c'est ce qu'il faut éviter aussi, que j'ai vu deux entrepreneurs qui ont eu ces problèmes, c'est d'être dans la collaboration, dans le capital 50 à 50-50. Donc, j'ai vu 2 fois des entreprises qui ont cessé d'exister à cause de cela parce qu'après, les amis ne s'entendaient plus. Donc, il faut non seulement avoir un patron, mais aussi dans la répartition du capital. Si on est 2, même si c'est sa femme, toujours il faut que quelqu'un puisse avoir plus de part que l'autre. Comme ça, il pourra plus peser après sur les décisions de manière générale. Et s'il y a demain un problème, que l'entreprise ne puisse pas suivre le cours après des problèmes que les gens ont entre eux. Donc ça, vraiment, c'est fondamental. Quelle que puisse être l'entreprise que vous mettez en place, même si c'est avec votre femme, votre frère, il faut éviter d'être à 50-50 dans le capital, parce que s'il y a demain des difficultés, l'entreprise peut disparaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koné. Peut-être 2 petites questions, après on clôture, parce qu'il est déjà l'heure passée même. Donc, Elhaj Toumani Sané. Monsieur Elhaj Toumani Sané ou Bousso Diouf. Je voulais savoir si vous avez fait le sondage. Il y a une question de M. Samb. Il dit que est-ce que l'entrepreneuriat est réellement une solution au chômage? Il a 3 questions. Et deuxième question, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Troisième, est-ce qu'on peut considérer le niveau de vente divers produits sur les réseaux sociaux par les jeunes comme de l'entrepreneuriat?
Donc, à M. Mbaye ou M. Koné. La première question, c'était est-ce que l'entrepreneuriat est réellement une solution au chômage? Ensuite, les qualités d'un bon entrepreneur. Je peux rebondir et après laisser M. Mbaye revenir sur les qualités parce qu'il a beaucoup parlé tout à l'heure. Comme je l'ai dit aussi dans ma présentation, ce qu'il faut, c'est que si on va vers une activité, simplement parce qu'on n'a pas d'emploi, on risque d'être dans une activité où ce qu'on cherche simplement, c'est de trouver des revenus pour survivre. Donc, et on sait que ce n'est pas de l'entrepreneuriat qui permet à une personne d'atteindre l'autonomie financière de manière générale, et c'est de la subsistance souvent. Donc, comme M. Lo l'a montré, lui, son but premier, c'était de ne pas être dans de l'emploi, mais d'être sur des opportunités et être un entrepreneur. Donc, c'est ce qu'il faut en premier, c'est que si on veut se positionner comme un entrepreneur, ou bien si on veut être sur ce segment-là de l'entrepreneuriat, il faut vraiment regarder, chercher des activités qu'on va faire parce qu'on pense qu'en faisant ces activités, on va gagner beaucoup d'argent. Parce que le but premier de l'entrepreneuriat, si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est vraiment avoir des revenus. Maintenant, après, quitte de ce qu'on va faire de ces revenus-là. Donc, ce n'est pas une alternative au chômage. Mais l'entrepreneuriat en tant que tel d'opportunité, c'est la possibilité d'être sur une activité parce qu'on pense qu'en s'investissant dans cette activité, on va avoir des ressources importantes qu'on pourra générer et qui pourront nous permettre vraiment de pouvoir investir et d'avoir des revenus substantiels. Mais si c'est simplement parce qu'on n'a pas de l'emploi qu'on veut faire de l'entrepreneuriat, cette forme d'entrepreneuriat-là, vraiment, elle n'est pas une entrepreneuriat qui permet d'engranger des ressources importantes. Maintenant aussi, sur la vente sur les réseaux sociaux, ce sont des moyens d'entrepreneuriat qui sont très développés, je peux dire, parce qu'il y a des structures qui ne font que du business. Par exemple, Jumia, par exemple, donc ils ne font que du business en ligne. Et même si derrière, après, il y a tout un dispositif derrière. Donc, on peut être entrepreneur, investir et ne vendre ses produits. C'est une forme de positionnement de produits, ne vendre ses produits qu'en ligne. Mais est-ce que simplement on le fait dans le cadre de la subsistance, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sur de petites activités où il n'arrive pas à dégager des revenus importants, ou bien on le fait parce qu'on a un créneau, une opportunité qui permet vraiment de développer une activité à grande échelle. Ce qu'on voit présentement avec, par exemple, iWoodgen, d'autres qui ont des plateformes qui permettent d'acheter et de vendre en ligne. Si on le structure et on le développe comme ça, comme un business, c'est de l'entrepreneuriat qui peut permettre d'aller vers le succès. Mais si c'est simplement comme on voit maintenant, des gens qui vendent à travers WhatsApp et autres, des statuts de petits produits et autres, ça ne permet pas vraiment d'engranger des ressources importantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Koné. Mariam, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Alors, par rapport aux qualités, je pense qu'il y a une question qui a été posée par rapport aux qualités qu'un entrepreneur doit avoir en tant que tel. Je pense que ma présentation tournait sur ça, les caractéristiques d'un entrepreneur. Donc, pour ne pas me répéter, je dirais tout simplement à la personne qui a posé cette question qu'il est important d'être concentré. Pourquoi il est important d'être concentré? Ce que j'appelle concentration, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire il ne faut pas du tout essayer d'être dans plusieurs choses à la fois. On risque de se perdre. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les voleurs de temps. Quand on veut attraper, je l'ai dit à 2 reprises, quand on veut attraper plusieurs livres à la fois, on fait fausse route. Il est important d'être concentré. L'entrepreneur, le bon entrepreneur également, c'est quelqu'un qui est très courageux. C'est quelqu'un qui manifeste une certaine confiance en lui et qui, de par ses prises de parole, de par son attitude, voilà, de par ses actions, démontre une certaine détermination dans l'effort, démontre une confiance en soi inébranlable.
L'entrepreneur, le bon entrepreneur également, c'est quelqu'un qui se forme. La formation, pour moi, elle est d'une importance capitale. On ne peut pas du tout réussir un projet entrepreneurial si on n'a pas été formé à être un bon entrepreneur. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'être entrepreneur. Il faut se former, savoir c'est quoi l'entrepreneuriat, quels sont les outils qu'un entrepreneur doit avoir pour pouvoir bien gérer son activité. C'est hyper important. Il faut également que l'entrepreneur soit vraiment qui lui permettent d'aller de l'avant, et le fait de s'entourer de personnes. D'accord. Donc, déjà, on s'excuse par rapport à tous ceux qui voulaient prendre la parole et que malheureusement, nous nous excusons hein, déjà d'avoir pris une motion sans avoir demandé la permission. Voilà, on a dépassé largement le temps et puis voilà, nous nous excusons aussi auprès de ceux qui voulaient prendre la parole. Et nous remercions aussi tous les participants et les panélistes. Merci beaucoup.